Bonjour, écoutez, bon, Sandra de Strasbourg va nous rejoindre, mais comme il est 32 et que je pense qu'on va avoir des échanges fournis, je vous propose peut-être qu'on démarre tout de suite le webinaire. Donc, bienvenue à tous. Je suis Anne-Laure Federici, déléguée générale du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire qui co-organise ce webinaire consacré au service d'intérêt économique général avec France Urbaine. Et je propose de laisser tout de suite la parole pour un mot d'introduction à Delphine Bourdin et à Christophe Amoretti de France Urbaine. Bonjour, merci beaucoup Anne-Laure. Bonjour à tous. Alors pour rappel, France Urbaine, on est une association qui représente les grandes villes, grandes agglos et métropoles. Et on a établi un partenariat avec le RTES en 2020. On l'a entériné avec une première convention pour 2020-2023. Et on a notamment fait, vous avez peut-être vu ces travaux, cette publication conjointe avec la vie sur les territoires urbains, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Et puis, afin d'approfondir les travaux qu'on avait déjà engagés, dont ceux sur la commande publique, et mon collègue Christophe y reviendra juste après, on a décidé de lancer des nouveaux chantiers dans une nouvelle convention de partenariat et qui est en train d'être mise en œuvre donc pour 2024 et 2026. Et on a ajouté un axe de coopération sur tout ce qui est un peu, tout ce qui est dans le champ du développement économique et la place de l'ESS dans les stratégies territoriales et sa contribution à un développement, un modèle économique durable et responsable. Donc, ce sujet du modèle économique est crucial pour France Urbaine et le RTES et tout ce qui contribue à justement mettre en place un écosystème local, vertueux, inclusif, avec l'accompagnement des structures de l'ESS. Et comme on l'a vu dans cette étude qui a été mentionnée juste avant sur les territoires urbains, ESS, innovation sociale, et dans la conduite de nos travaux communs, on a identifié des sujets dans ce champ justement de l'ESS et de la structuration de cet écosystème local, à aller faire un focus et approfondir certains sujets au cours d'un cycle de webinaire. Et du coup, on l'a lancé le 24 octobre dernier. On a commencé par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. Aujourd'hui, on va traiter donc des services d'intérêt économique général, les SIEG. Ils ont toujours tous un petit nom et on poursuivra en 2025 avec notamment les pôles territoriaux de coopération économique, donc les PTCE, ou encore les fonds de dotation territoriaux. Et puis, on voulait juste un mot pour souligner aussi l'importance du cadre européen qu'on prend en compte dans nos travaux avec le plan d'action sur l'économie sociale qui avait été publié par la Commission européenne en 2021 et surtout la recommandation du Conseil donc de novembre 2023 sur la mise en place des conditions cadres de l'économie sociale dans l'Union européenne. Et en l'occurrence, au vu du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les siècles y sont abordés. Donc, je passe rapidement la parole à mon collègue Christophe Oui, Amoretti-Hannequin. oui, Delphine, je suis très rapide parce que tu as déjà dit, il me semble, l'essentiel. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le RTES dans le cadre de notre partenariat sur la commande publique, notamment sur les spazers, sur l'intégration, enfin, sur la contribution des marchés publics à l'émergence ou la consolidation de filières ESS. Je crois que c'est un travail qui a quand même produit quelques avancées réglementaires ou législatives. Je pense que ça a contribué notamment à réussir à faire en sorte que les spazers soient, enfin, le seuil d'obligation soit abaissé à 50 millions d'euros. Mais il y a encore beaucoup de sujets à traiter, hein. C'est un travail au long cours. Et parmi les sujets qu'on avait repérés, il y a effectivement les SIEG. On en avait déjà discuté ensemble entre associations. Et puis c'est un sujet qui nous a été remonté par plusieurs collectivités membres, dont certaines sont peut-être d'ailleurs ici présentes. En gros, les questions apportent sur c'est quoi le périmètre d'un siège, quelles activités on peut y loger, et lorsque c'est un siège, est-ce que je peux me dispenser des règles de la commande publique, et notamment des mises en concurrence. Donc, je pense que c'est une des questions qui va être traitée aujourd'hui. Je ne sais pas si on va réussir à épuiser le sujet, mais on pourra sans doute y revenir lors d'une prochaine réunion. En tout cas, on est ravis de travailler avec le RTES sur ce cycle de webinaire.
Alors, merci beaucoup Delphine et Christophe pour cette introduction. Alors effectivement, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du partenariat entre donc, le RTES. Alors peut-être un mot sur le RTES, qui est un réseau de collectivités territoriales qui mènent des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un réseau qui a été créé il y a 22 ans par des élus de collectivités qui ont ressenti le besoin de créer à la fois un réseau d'espace d'échange de pratiques et aussi un réseau de plaidoyer pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et donc on a effectivement porté quelques actions de plaidoyer en lien avec France Urbaine, autour notamment de la commande publique responsable et de la place de l'économie sociale et solidaire au sein de cette commande public responsable. Juste avant, enfin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et on aura un temps d'échange après chaque intervention également. Comme disait Christophe, on va sûrement pas épuiser le sujet aujourd'hui. On est plutôt sur un webinaire de première comment dire, information autour des SIEG, dont vous êtes un certain nombre à avoir entendu parler. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est à partir de quelques expériences, donc de 2 présentations de SIEG à Marseille avec la friche de la Belle de Mai et à Strasbourg, de pouvoir aussi susciter des questions. Donc on va avoir des premières interventions pour rappeler très rapidement le cadre. Et ensuite, on passera rapidement aux exemples de SIEG pour pouvoir voilà, enfin, que vous puissiez poser vos questions. Le RTES met un peu, enfin, au cœur de ses travaux la question de la coopération économique territoriale et avec plusieurs entrées. Donc, les pôles territoriaux de coopération économique qui ont été mentionnés tout à l'heure par Delphine Bourdin, parce qu'il nous semble que ce sont des démarches donc, de coopération multi-acteurs dans les territoires qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles associent des acteurs de l'ESS, des entreprises privées, des collectivités locales, des organismes de recherche autour d'un projet de développement du territoire. Le RTES travaille aussi sur la question des SIC, Sociétés coopératives et collectifs, qui a fait l'objet d'un précédent webinaire. Et puis, un des sujets également sur lesquels on travaille depuis longtemps, c'est la question des modes de contractualisation entre collectivités et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Par mode de contractualisation, on entend bien sûr la question de la subvention, les appels à projets, les marchés publics, la délégation de services publics. Et donc, les travaux du RTES sont menés toujours autour à la fois de partager des expériences, de contribuer à apporter de l'outillage aux collectivités et à développer des actions de plaidoyer. La question des modes de contractualisation, qu'est-ce qui relève de subventions, de délégation de services publics? C'est des questions juridiques et donc on a la chance d'avoir avec nous Benjamin Guéropinet qui est en charge de l'appui conseil juridique au sein du RTES, mais c'est aussi des questions politiques, en ce sens que c'est aussi des choix de la collectivité locale, on le verra dans un certain nombre de cas, de privilégier tel ou tel mode de contractualisation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point sur lequel je voulais dire un mot, c'est que le RTES, avec d'autres réseaux, a contribué à ce que la subvention soit inscrite dans la loi sur l'ESS de 2014, donc dans la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, parce qu'avant, la subvention n'avait pas n'était pas reconnue dans la loi. On connaissait le code des marchés publics, mais la subvention, c'était en fait que de la jurisprudence qui définissait ce qu'était la subvention. Donc la subvention est reconnue dans la loi depuis 2014, mais ça n'empêche pas un recours accru à la commande publique, avec des conséquences qui peuvent être négatives, notamment pour les associations, en matière de capacité d'innovation des associations, parce que la commande publique, forcément, un cadre formalisé avec un cahier des charges. Donc, la capacité d'innovation des associations est souvent bridée par le fait d'avoir des marchés publics. La question de l'engagement bénévole aussi dans les associations est souvent mise à mal par la commande publique. Et puis, le fait qu'il y ait une mise en concurrence systématisée entre associations et parfois entre associations et acteurs privés.
Donc pour nous, au sein du RTES, l'important, c'est de pouvoir travailler sur les différents modes de contractualisation possibles et quels sont les modes de contractualisation qui sont les plus adaptés au, au type d'activité et au type de relation entre la collectivité et les acteurs. Très rapidement, par rapport au SIEG, donc au service d'intérêt économique général, on a en fait c'est une question qui est souvent compliquée parce qu'en fait, on a deux types d'approches. Une approche tradition française et une approche européenne qui sont pas sur avec les mêmes cadres. Dans l'approche française, entre subvention et commande publique, le critère principal, c'est qui est à l'initiative de l'activité ou de la demande. Si c'est une demande pour le compte de la collectivité, dans ce cas-là, c'est la commande publique qui s'impose comme mode de contractualisation. Donc, un appel d'offres, la collectivité détermine ses besoins et fait un appel d'offres auxquels peuvent répondre des associations, des entreprises privées lucratives. Dans le cas où c'est l'association notamment qui porte un projet, qui recherche des financements auprès de la collectivité, normalement, dans ce cas-là, on est dans le cadre de la subvention. La subvention qui peut prendre la forme d'un appel à projet, où là, la collectivité définit un cadre général, mais les structures proposent un contenu précis et un projet ou une subvention directe. Donc pour nous, enfin, ça me semble important de rappeler très rapidement ce cadre général, même si je pense que vous le connaissez. L'approche européenne est différente. L'approche européenne n'est pas basée sur la question de l'initiative. L'approche européenne est basée sur la question s'il y a une activité économique. Dans le cas d'une activité économique, et ça c'est vraiment le préalable important, il y a deux principes importants qui doivent être respectés. Dans le cas d'activité économique, le premier principe, c'est le principe de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination entre toutes les structures, qu'elles soient françaises ou européennes. Donc, c'est le principe du marché unique. Donc, ce principe de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Le deuxième principe européen important, c'est le principe général d'interdiction des aides d'État pour des entreprises. Il ne peut pas y avoir de façon générale, il n'y a pas de financement public pour des activités économiques. C'est le principe général qui connaît de nombreuses dérogations et dans certains cas, il peut y avoir une compatibilité entre d'un financement public pour une activité économique. C'est compatible dans le cas des RGEC, donc des règlements généraux d'exemption par catégorie. Donc là, il y a un certain nombre de types d'aides qui sont définis à l'échelle européenne et nationale, précisé à l'échelle nationale, sur, par exemple, des aides pour les entreprises à finalité régionale, les aides aux PME, les aides à la formation, les aides aux structures, par exemple, d'insertion par l'activité économique. Donc, il y a un certain nombre de règlements généraux d'exemption par catégorie, de RGEC, qui font que un État peut décider un régime d'aide pour des entreprises. C'est compatible avec la réglementation européenne. Le deuxième cas où ce financement public est compatible avec le droit européen, c'est dans le cas des minimi, donc c'est-à-dire des aides de faible montant, puisque l'Europe considère que pour ces aides de faible montant, ça n'a pas de conséquences sur le marché européen. Ces aides à faible montant qui étaient de 200 000 € jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et aujourd'hui de 300 000 €. Donc pour toutes les aides de moins de 300 000 € sur 3 exercices fiscaux d'une structure, quelle qu'elle soit,
il n'y a pas de problème, c'est compatible avec le droit européen, il n'y a pas besoin de notifier l'aide à l'Europe. Donc ce montant est un peu supérieur pour les SIEG, on le verra. Et la troisième cas de compatibilité entre un financement public et le droit européen, c'est justement pour certaines activités qui sont qualifiées d'activités d'intérêt économique général, donc de services d'intérêt économique général, hein, et qu'on va voir plus précisément dont on va voir les caractéristiques avec, avec Benjamin. Est-ce que par rapport à la présentation, il y a des remarques? Alors, voilà, donc c'est pas une approche, comment dire, juridique, c'est vraiment, enfin, pour rappeler quelques principes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose peut-être, Benjamin, de rappeler, enfin de présenter les grands principes d'un SIEG avant de voir des illustrations avec Marseille et Strasbourg. Oui, merci, Anne-Laure. Donc là, je vais tâcher, moi aussi, de me retenir d'entrer trop dans les conséquences, dans des considérations techniquement trop juridiques. Mais c'était important d'appréhender d'une part le cadre juridique national français dans lequel on a, en termes d'intervention, d'une part la commande publique et d'autre part les subventions le plus souvent encadrées par des conventions d'objectifs, le cadre européen, donc des services d'intérêt économique généraux, qui n'est pas en tant que tel un mode de contractualisation, un cadre conventionnel, puisqu'il vient épouser les traditions juridiques des États membres, et donc notamment en France, ces modes d'intervention, principalement subventions et commandes publiques, en sachant que, à l'aune des différents rapports, on est sur près de 95% des SIEG mis en place par les collectivités qui, in fine, se traduisent plutôt par de la subvention, contre à peine 5% qui s'articulent avec des conventions de commande publique, marché aux concessions. Euh, donc quelques grands principes qui caractérisent finalement un SIEG et ça va être commun aux différentes formes juridiques que ce SIEG va prendre, puisqu'on va le voir, euh, on a différents régimes juridiques de SIEG. Donc d'abord, un SIEG, c'est un service de nature économique. Alors de nature économique au sens large de la doctrine européenne, au sens où une association reconnue d'intérêt public peut avoir une activité économique de la même façon que une coopérative sociale espagnole, selon la jurisprudence, peut ne pas avoir une activité économique. C'est au cas par cas et pas spécialement attaché au statut des acteurs privés. Donc c'est pour ça que ça intéresse quand même beaucoup l'ESS. Donc des activités de nature économique dont un acteur public, alors c'est l'État, les collectivités, mais ça peut être des agences, des établissements publics locaux, voire de l'économie mixte dans le cadre de ces missions de service public, considèrent qu'ils revêtent un caractère d'intérêt général. Alors là, on est dans la considération d'intérêt général au sens large et donc assez souverain de la part des acteurs publics qui, à ce titre, peuvent du coup financer donc des financements publics au titre de ce qu'on appelle au niveau de la doctrine européenne une compensation de services publics ou une contrepartie à des obligations de service public. Et on verra que cette compensation, elle peut tantôt être finalement le prix d'une commande publique, tantôt être une subvention, une aide, d'ailleurs directe ou indirecte. Un financement public donc qui devient compatible avec la réglementation européenne, le TFUE, euh, compatible et en fait considéré, on le verra sur les régimes, soit comme pas du tout étant une aide d'État, nonobstant le fait que ce soit une subvention ou autre en termes de droit national, mais pas une aide d'État au sens de la doctrine européenne, ou alors une aide d'État qui devient compatible.
Et donc, qu'est-ce qui caractérise un SIEG? On va voir qu'on est dans des notions qui rappellent quand même beaucoup certaines considérations en termes de droit national et d'encadrement de l'action des collectivités. Donc, des services qui ne seraient pas exécutés ou qui seraient exécutés à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d'accessibilité, d'égalité de traitement ou d'accès universel par le marché en l'absence d'intervention de l'État. Donc, on retrouve là notamment un aspect de carence ou d'insuffisance du marché qui est une des caractéristiques de l'intérêt général, notamment de l'intérêt public local des collectivités. En France, parce que la doctrine européenne en fait laisse chaque État membre décider comment est-ce que sont organisés et définis les SIEG. En France, l'État n'a pas décidé de réglementer, ou en tout cas de prendre une réglementation qui flécherait ça. Donc les SIEG ne sont pas spécialement l'objet d'une réglementation nationale. On n'en trouve pas tellement mention, voire pas du tout, au Code général des collectivités territoriales notamment. Mais du coup, l'ensemble des acteurs publics, comme on le disait, peut mettre en place ou caractériser finalement de SIEG une politique publique qui est d'ores et déjà mise en place ou nouvelle. Alors, sauf erreur manifeste d'appréciation, donc large souveraineté des acteurs publics, tout simplement parce que on n'a pas de liste limitative de ce qui peut faire l'objet d'un SIEG. Il en va ainsi des services publics et qu'on a encore très peu de jurisprudence, peut-être notamment qui précise que ça doit être au bénéfice des citoyens ou de l'intérêt général, mais pas par exemple le fait de brancher à la fibre optique un quartier d'affaires qui bénéficie aux seules entreprises. C'est une des rares jurisprudences actuelles, par exemple. Et donc, dès lors qu'une collectivité est compétente relative à un service de nature, alors à un service quelconque, et qui en l'espèce est opéré d'une façon qui a une nature économique au sens de la doctrine européenne, eh ben, on peut avoir la mise en œuvre d'un SIEG. Il ne faut pas, pour faire un SIEG, que ce soit nécessairement labellisé SIEG. Hein, on a plusieurs régimes, mais notamment un régime jurisprudentiel qui fait que, comme Jourdain, probablement on fait du SIEG sans le savoir. Je rappelle qu'au niveau État, c'est près de 100 milliards d'euros de budget qui sont accordés à des SIEG, aussi importants que France Travail, La Poste, les écoles de la deuxième chance, le DLA, l'APEC, les hôpitaux en partie, etc. Et donc, les caractéristiques essentielles ou les conditions d'un SIEG, donc c'est un mandat, un mandat au sens européen, mais qui peut du coup, on l'a dit, être une décision unilatérale, une délibération de vos collectivités s'agissant notamment de subventions, mais qui peut être une convention s'agissant encore de subventions ou même d'occupation d'un foncier public. Mais qui peut être également, comme on le disait, de l'ordre de la commande publique, marché ou concession. Et puis du coup, une compensation, alors qui est paramétrée en amont. Ça ne veut pas dire que c'est un montant fixe, ça peut être un montant variable, ça peut être un plafond, ça peut être voilà. Et qui est conditionné également à l'absence de surcompensation, c'est-à-dire que on a une condition de contrôle a posteriori pour venir voir qu'on n'a pas d'excédent fait, même si on tolère une clause de bénéfice raisonnable. Merci. Je vais pas plus loin sur les différents régimes, mais je pense qu'il y aura des questions qui y amèneront. Merci beaucoup Benjamin. Et donc le petit 4 pages très voilà qui reprend les principaux éléments qui ont été présentés là. Je vous ai envoyé dans le chat le lien. C'est voilà 4 pages très rapides sur ce qu'on entend par SIEG, comment le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions d'éclaircissement avant de alors qu'entend-on par économique? Donc une question de Clément Boredon du PTCE Cap Solidaire. Alors c'est effectivement la question. Benjamin, est-ce que tu veux... Alors, rapidement, déjà, on n'entend pas par économique nécessairement entreprise au sens où on l'entend classiquement. On entend par économique au sens européen concurrentiel, qui concurrence finalement d'autres acteurs sur un marché.
C'est pour ça que, avant de considérer les SIEG, il faut aussi voir si on n'est pas dans une aide purement locale, au sens concurrence européenne. Mais du coup, on entend une activité qui connaît des concurrents. Aussi bien qu'on a des activités qui sont pas considérées comme économiques au sens de la doctrine française, parce que voilà, c'est historique, mais qui sont opérées dans d'autres pays membres par des acteurs plus classiquement considérés comme économiques et qui, de ce fait-là, au niveau de la doctrine européenne, vont être considérés comme économiques là où ils ne le sont pas traditionnellement en France. Donc, je dis ça parce que ça peut du coup concerner pas mal d'activités. On parle parfois de la petite enfance qui peut être considérée comme économique dans certaines circonstances non. Euh, Ça va être le cas de la culture, qui peut l'être parfois non. Donc on a une définition qui peut être assez extensive. C'est là que trouve d'ailleurs tout son intérêt le SIEG, c'est de couvrir des sujets qui, du fait d'une interprétation extensive de ce qui est économique, que ce soit par les services de la région, de la préfecture, eh bien va permettre de couvrir cela. Mais c'est bien cette interprétation de ce qui est activité économique ou non qui est au cœur du sujet et des interprétations parfois différentes d'un territoire à un autre. Peut-être il y a dans le cadre de la circulaire de 2015, dite circulaire Valls, sur les relations entre associations et pouvoir public, il y a un rappel, il y a une présentation d'une démarche un peu en entonnoir pour qualifier le caractère économique ou non d'une activité, avec voilà, notamment la nature de l'activité, l'existence, l'examen de l'environnement, avec la notion de concurrentiel ou potentiellement concurrentiel, et puis les conditions d'exercice. Donc la circulaire Valls aujourd'hui, c'est un peu le point de référence. Je vais le mettre dans le chat. Mais c'est effectivement au cœur, et les interprétations sont assez différentes aujourd'hui de ce qui peut relever d'une activité économique ou non. Et des territoires, hein. Une même activité, par exemple petite enfance qui a été évoquée, peut être économique parce que ayant une concurrence lucrative dans certains territoires. Par contre, en territoire, par exemple rural, est considérée comme une activité non économique. Peut être considérée comme non économique. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose peut-être qu'on passe la parole à Joanne Nicolas, et puis on pourra prendre les questions au fur et à mesure, hein. Joanne, je vous laisse la parole. Donc, vous êtes directeur adjoint de la friche de la Belle de Mai. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de la friche de la Belle de Mai, un haut lieu historique de la culture et de l'économie sociale et solidaire, et qui donc a un siège avec la mairie de Marseille que vous allez nous présenter. Oui, et la région PACA également. Peut-être pour resituer assez rapidement l'activité de la friche Label de Mai et puis dire un petit peu le process qui nous a conduit à conclure ce SIEG avec la ville et la région. Donc la friche est un projet qui est ancien, plus de 30 ans maintenant, donc qui se déploie dans une ancienne manufacture de tabac qui a été reconvertie en lieu culturel après le déclin de son activité économique, donc dans un quartier qui s'est retrouvé sinistré, le quartier de la Belle de Mai, un des plus pauvres d'Europe. Et donc le projet est né de l'initiative d'une communauté d'artistes, de producteurs artistiques qui avait l'intention, en complicité déjà avec la ville de Marseille, de participer aussi à la revitalisation, la régénération de ce quartier à travers des activités culturelles, de production, de création et aussi de mise en relation avec les populations. Donc pendant 20 ans, le projet s'est déployé de manière un peu exploratoire, expérimentale, dans un cadre un peu précaire, puisque les porteurs de projet n'avaient pas de cadre juridique d'occupation de l'espace, même s'il y avait toujours cette relation institutionnelle avec la ville de Marseille. Et avant de parler du siècle, peut-être dire qu'il est très lié à un bail emphytéotique administratif qui a été consenti par la ville de Marseille en 2011,
qui, dans son préambule, reconnaissait les 20 ans d'expérience, son utilité sociale, son intérêt général, sa dimension collective. Et donc, un BEA a été consenti pour une durée de 45 ans pour cet espace qui fait 45 000 mètres carrés, donc en plein cœur de Marseille, et Un qui donne BEA, un bail. un bail emphytéotique à caractère administratif. Le projet pouvait se déployer sur un temps long, puisqu'il court maintenant jusqu'à 2056. Il a été consenti donc à une SIC qui a été fondée en 2007. Voilà, dans la logique que le projet de la friche s'est toujours inscrit dans une dimension collective et que le lieu qui était animé était un commun urbain. La forme SIC apparaissait la plus adéquate, en tout cas pour donner une réalité juridique à toute l'expérience qui avait été conduite pendant ces 20 années. Donc aujourd'hui, la SIC, c'est une centaine de sociétaires, à peu près 10 catégories de sociétaires, contributeurs publics, dont la ville et la région, signataires du SIEG, mais aussi des travailleurs, des travailleuses du site, des résidents, des structures résidentes, des opérateurs qui sont implantés sur le site, des habitants du quartier, des personnalités expertes. Donc, après la signature du BEA, sachant que la SIC a formé ça, donc dans un champ, c'est une entreprise à caractère privé, mais pour autant qui, de manière assez traditionnelle, a un modèle économique assez dépendant de la subvention. Il était question de compléter le dispositif par une formalisation de ce modèle économique et donc de l'octroi de subventions pour la réalisation des missions d'intérêt général, puisque la friche est un projet artistique, culturel, mais aussi un projet urbain, un projet social. Donc pour décrire assez rapidement, donc là on voit une image du toit terrasse qui est un peu la dimension un peu vitrine événementielle qu'on retrouve assez souvent. Mais c'est aussi voilà, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc, il y a des activités de travail avec des structures majoritairement du champ artistique et culturel, mais pas que, social, éducatif, des entreprises qui travaillent sur toute la chaîne de valeur, qu'il s'agisse de la création, de la production, de la diffusion, mais aussi de l'incubation, de l'accompagnement professionnel, de la formation, de l'insertion avec une hybridation des activités qui s'est fait au fil de la transformation du site, avec des services à la personne aussi, puisqu'on héberge une crèche, un lieu de formation, un restaurant, une librairie, des espaces publics, des salles de spectacle, d'exposition, donc tout ça sur les 45 000 mètres carrés au sol et les 100 000 mètres carrés en surface. Donc on est dans le cadre de nos activités aménageurs. Donc on travaille en maîtrise d'ouvrage, donc on a de la subvention aussi d'investissement qui nous permet de réaliser cette mission-là. On est bailleur aussi, puisque comme je le disais, la friche, c'est cette société coopérative d'intérêt collectif, mais qui évolue à l'intérieur d'un écosystème de structures, d'opérateurs résidents. À peu près 70 structures aujourd'hui sont implantées sur les cieux de la friche, donc de taille assez diverses. La majorité sont dans le champ de l'ESS. Voilà, et c'est des organisations, des non-profit organisations, quoi, c'est-à-dire des non-buts lucratifs. C'est un site qui est ouvert tous les jours, toute l'année, voilà, qui rend un certain nombre de services, qu'il s'agisse d'un accueil, d'une animation, d'une médiation dans les différents espaces publics, puisqu'il y a une appropriation des populations de la friche comme un espace public, même si on reste sur un lieu privé. Ou sur des activités plus ciblées, culturelles, artistiques, éducatives, sociales. Donc en 2013, après une grosse période de transformation du site au bénéfice de la capitale européenne de la culture, puisque c'était devenu un spot important, en tout cas, de cet événement-là, il s'est agi de consolider le modèle économique, de le sécuriser aussi par rapport au régime d'aide d'État. Et donc, on a signé une convention SIEG avec la ville et la région, donc qui sont des conventions de 3 ans. Il y a eu déjà 3 conventions
celle qui est en cours a été signée en 2023 jusqu'à 2026. Convention qui précise, donc c'est une convention d'application d'obligations de service public qui précise le principe de la convention qui a été exposé, donc qui vient faciliter l'accès au plus grand nombre aux services qui sont proposés par la friche, puisqu'on porte quand même des valeurs d'inclusivité, de diversité, de prise en compte aussi de la réalité du territoire de proximité, même si on a un rayonnement régional, national, international, on a quand même un lien très étroit avec le quartier de la Belle de Mai, et qui porte sur trois volets. Un premier volet qui est vraiment le métier originel de la friche, c'est-à-dire les actions artistiques et culturelles. Donc, c'est un soutien à l'activité régulière de diffusion, de création, un accompagnement des artistes, des opérateurs, des projets d'éducation, je le disais, de développement des pratiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais vraiment les trois blocs, plutôt de dessiner le contour des trois blocs. Le deuxième, c'est plutôt un axe qui est celui du développement urbain, puisqu'on a transformé le site dans une démarche de maîtrise d'usage où on a associé les usagers au processus pour déterminer les fonctions des différents espaces, leur accessibilité, etc. Une dimension aussi recherche, innovation sociale, donc on continue à expérimenter des choses. Donc prochainement, on va ouvrir un labo friche, un laboratoire de recherche participative, laboratoire citoyen. Et puis, l'animation d'une coopération qui se traduit par la maîtrise d'usage, la forme SIC aussi, puisque l'animation de la SIC nous prend beaucoup de temps, puisqu'elle est très liée à notre réalité territoriale. Et puis, une coopération au quotidien avec les opérateurs du quartier. Et puis, il y a un troisième axe, pardon, qui est insertion, inclusion, solidarité, formation, transmission des savoirs aussi. On travaille beaucoup le pair à pair, on travaille beaucoup aussi des questions de médiation sociale, puisqu'on est dans un quartier un peu compliqué, donc on est beaucoup en relation avec par exemple la PJJ, voilà. Et puis un accueil quotidien, une hospitalité qu'on essaye de rendre la plus inconditionnelle possible pour les 400 000 visiteurs qu'on accueille chaque année, qui sont des profils, voilà, on accueille du touriste jusqu'au voisinage, en fait, voilà, et donc on a une diversité, en tout cas, d'usagers et d'usagères du site. Ok, ce sont ces trois volets qui constituent les obligations de service public contractualisées. Exactement, l'ensemble revêt un caractère d'utilité sociale, Ok. d'intérêt général. En face de ces axes, il y a des objectifs qui sont un peu plus précis, des typologies d'actions qu'on conduit et qui donnent lieu à des indicateurs, puisque la convention SIEG, en tout cas la compensation, vient en face d'une approche aussi analytique de notre activité économique, puisqu'on a des ressources propres. Il y a certains services qui ont un caractère marchand, c'est-à-dire voilà, des prix d'entrée, d'autres qui sont complètement libres. Et donc avec des indicateurs aussi pour regarder dans quelle mesure on arrive aussi à remplir ces obligations de service public en termes plutôt quantitatifs, même si on fait des rapports qualitatifs. Puisque bon, dans le champ culturel, une fois qu'on a dit, qu'on a évoqué la fréquentation, le nombre d'activités de production, etc., c'est aussi c'est un peu les limites du SIEG, hein, c'est-à-dire dans le dialogue de gestion du SIEG, on essaie d'amener aussi une approche qualitative de parcours d'usager aussi dans le temps. Enfin, voilà, donc, ce qui fait D'accord. l'objet d'ailleurs de beaucoup de travaux dans notre labo de recherche, de travailler sur ces fameux indicateurs qui sont fondamentaux, en tout cas dans l'application des obligations de service public. Donc aujourd'hui, notre modèle économique, alors je parle que de celui de la SIC, pas celui de la friche, parce qu'il faudrait consolider les activités des 70 producteurs qui sont sur place, et celui de la SIC. Donc je m'en tiendrai à celui de la SIC, donc c'est à peu près un budget de 10 millions d'euros.
55% en subvention de compensation, à peu près. Donc, on est aux alentours des 5 millions d'euros. Le reste, ce sont des ressources, des revenus qu'on tire de l'exploitation du site, puisqu'on a des droits réels, je le disais, sur le site. Donc, on peut construire, louer. Ce sont essentiellement des loyers, des structures qui sont là de manière plutôt permanente, mais aussi on travaille une dimension événementielle, donc qui ne rentre pas dans le SIEG. Parce qu'en même temps, le SIEG, nous, dans le développement urbain, je ne l'ai pas précisé, mais dans nos obligations de service public, on a aussi l'objectif de diversifier nos ressources, donc de travailler le modèle économique. C'est une stratégie aussi qu'on a développée depuis quelques années, de travailler sur le champ événementiel et des offres de services rémunératrices, qui sortent des obligations de service public, mais en même temps, elles sont attendues dans la convention. La Ça, c'est convention. D'accord. intéressant. Les obligations de service public et les indicateurs sont les mêmes pour la région et pour la ville? C'est une convention tripartite. Tripartite, ok. Ah, ok, super. Euh, Et par rapport à la région, est-ce qu'il y a eu des changements avec les changements politiques à la région? Parce Non, il y a une stabilité depuis qu'il y a une 2013. stabilité. On Ok. a fait évoluer à chaque renouvellement de convention, on a réactualisé le champ d'intervention. On a mieux qualifié aussi à l'épreuve de la première subvention aussi les attendus. Nous-mêmes, on a développé de nouvelles actions. Il y a des nouveaux besoins sur le territoire. Donc, on a aussi fait tout ce travail d'analyse post-convention. Je précise qu'aussi, on a financement de 4 partenaires publics principaux qui sont aussi l'État et le département, parce que là, on parle de la convention tripartite, mais annuellement, pour organiser le soutien du département et de l'État, on a des conventions bipartites avec le ministère de la Culture et le département. Voilà. Et puis Et après, pour le département est un SIEG aussi, il me semble. euh, pardon? Il me semble que la convention de l'aide du département, donc qui n'est pas la convention tripartite région-ville, est également couverte par la décision SIEG. Donc, ce qui illustre que vous pouvez être soutenu par différents niveaux de collectivité, voire même pour certaines au sein de la même convention, ce qui est quand même assez singulier comme exemple. Alors, Oui, sur la culture, qui est une compétence partagée, mais voilà, je le signale quand même. avec le ministère de la Culture, on est dans un SIEG. Après, les SIEG qu'on a en bipartite avec l'État et le département sont plus ou moins calqués sur la structure des obligations. On essaye de faire en sorte que chaque partenaire ne fasse pas son marché, ce qui serait en termes de gestion assez compliqué, même si certains mettent l'accent sur certaines activités, notamment le département. On a essayé à l'origine, en 2013, d'avoir vraiment une signature de convention identique pour les 4 partenaires. Pour des questions politiques, on n'y est pas arrivé, mais voilà, ça tient comme ça depuis 10 ans. Et nous aussi, dans notre développement, on travaille à mobiliser des financements publics sur des appels à projets à l'échelle européenne, notamment. On a un service qui travaille sur les questions de relations internationales. Et donc, on mobilise aussi des financements européens ou des financements nationaux, notamment dans France 2030. On a été lauréat d'Alternatives vertes récemment. Ce qui n'est pas simple aussi, puisque Alternatives vertes, enfin, en tout cas, la Caisse des dépôts a analysé le montant de l'aide et en tout cas regardé par les services juridiques de la Caisse des dépôts, qui a la gestion des fonds, en fonction des règles d'exemption, donc de la qualité de chaque partenaire, de l'activité économique de chaque partenaire. Et c'est vrai que nous, on a mis en jeu aussi le SIEG, par exemple, sur cet appel à projet. Alors que la Caisse des dépôts allait regarder les régimes classiques d'exemption sur la R&D, sur la formation, par exemple. Donc, nous, on s'est positionné avec le SIEC, ça nous a permis aussi de nous positionner différemment. Et voilà, donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est quand même plutôt structurant.
il y a toujours la question, mais je l'ai déjà dit, des indicateurs qui n'est pas simple à appréhender. Et puis nous, ce qui est assez compliqué dans notre organisation, c'est que une bonne partie des services d'intérêt généraux, même si la convention est signée avec la SIC, est rendue par les tiers qui sont présents sur le site. Donc il y a une forme de responsabilité en cascade aussi qui est portée dans les conventions que nous, on signe avec les structures résidentes, et notamment pour consolider les indicateurs, collecter toute la data. C'est un cheminement très compliqué parce qu'on est obligé de rentrer dans la réalité aussi de chaque structure qui est bénéficiaire indirectement du SIEG, mais qui est aussi contributrice de notre capacité à remplir nos obligations de service public. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à Antoine Dubois et à Thierry Kuhn de Emmaüs Mundo et de l'Eurométropole de Strasbourg, il y a une question d'Aurélie Ruban, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui demande sur quelles aides européennes vous appuyez-vous en lien avec le SIEG? Alors, on ne s'appuie pas sur le SIEG, on répond aux appels à projets. C'est vraiment sur Alternative Verte, sur le France Ouais. 2030, où il y a eu une analyse des régimes d'exemption. Mais sur les projets européens, des fois, on a déposé en leader, voilà, sur de l'Europe créative. En partenaire, on est sur du Erasmus, du Horizon, du Driving Urban Transition aussi, qui est plutôt lié à du FEDER local, mais qui est quand même posé à l'échelle européenne. Donc on est quand même sur des thématiques plutôt régénération urbaine, transition écologique, aide à l'entrepreneuriat, voilà, participation, engagement aussi des citoyens et des communautés locales. Donc toute cette partie-là, on vient vraiment la consolider, notamment sa dimension expérimentale par l'apport de financement européen. Voilà. Merci beaucoup. Il y aura sans doute des questions par la suite, mais je vous propose de passer la parole à Strasbourg. Donc, je crois Antoine Dubois, qui est vice-président en charge notamment de l'économie sociale et solidaire de l'Eurométropole de Strasbourg, et à Thierry Kuhn, qui est directeur d'Emmaüs Mundo, qui était un des premiers SIEG de l'Eurométropole de Strasbourg, même si depuis, il y a eu d'autres SIEG qui ont été contractualisés par l'Eurométropole. Mais je vous laisse, Antoine et Thierry, présenter la démarche sur Strasbourg, hein. Merci beaucoup pour l'invitation et puis toutes mes salutations à vous et particulièrement à toi, Anne-Laure, Benjamin et Delphine. On apprécie toujours vous écouter, vous entendre sur la précision de vos propos. L'intervention qu'on va se partager avec Thierry, c'est pour vous donner à la fois envie et puis vous donner des aspects plus opérationnels, plus concrets. Et je vous préviens tout de suite, donner la parole à deux personnes passionnées qui ont plaisir à partager ensemble. En 8 minutes, c'est totalement impossible, hein, mais on va faire l'effort. Le premier point de mon propos liminaire, c'est de vous dire que à la question de quelles opportunités pour les collectivités et les acteurs de l'ESS, c'est qu'il n'y a pas trop de questions à poser, il faut y aller. Un SIEG, il faut vraiment y aller parce que c'est au-delà de l'objet économique ou d'un cadre qu'on se donne, d'une contractualisation qu'on se donne, c'est vraiment l'occasion de coopérer, de travailler ensemble à la transformation de notre territoire et à la coopération entre des structures et une collectivité. Et c'est ça que je trouve un des sujets les plus passionnants, outre la mise en œuvre de l'objet. Parce qu'en fait, c'est bien ça, il y a un intérêt général sur notre territoire qui est porté à la fois par la collectivité, mais aussi par les acteurs de l'ESS qui en ont la responsabilité. Et un ont une obligation d'agir, et l'autre on a une envie d'agir. Et donc, quand on est bien à l'écoute de son territoire, qu'on sait qu'il y a des acteurs qui sont force de proposition, c'est assez facile à mettre en œuvre. Assez facile étant le contrepoint de toute la complexité juridique sur laquelle on doit absolument passer et qu'il faut faire, que Benjamin a essayé de présenter rapidement, mais on s'est pas mal cassé les dents. Enfin, je dis moi j'y étais pas encore à cette époque-là, mais j'en suis dans la droite ligne. Sur Strasbourg, avant de passer la parole à Thierry sur le focus d'un ou deux exemples. On en a 4, qui effectivement le premier, c'est le textile, linge, chaussures, c'est l'historique 2015-2016, on l'a déjà renouvelé en 21. On en a la recyclerie portée par Emmaüs et dont on voit un des exemples à l'écran.
Voilà, ça c'était 2022. On a fait le numérique, je vous le dis juste là en propos introductif, c'est tous les biens numériques de la collectivité, les ordinateurs, les portables, les tablettes, c'est comment on leur donne une deuxième vie. On a aussi fait un SIEG. Et puis il y a Kaléidoscope, qui est le lieu emblématique autour de la coopérative à Strasbourg, la coopération de l'économie sociale, qui est un exemple assez similaire, mais pas tout à fait dans la même ampleur, de nos amis de Marseille, de la Belle de Mai. Mais en tout cas, on peut s'en inspirer et, dans ce sens-là. Donc je ne serais pas. Parce qu'en fait, il y a de la rénovation urbaine, évidemment, et puis il y a aussi une SIC, une animation d'un tiers-lieu. Donc je ne le détaillerai pas, sauf si vous sauf si vous le souhaitez. Voilà en introduction. Et Thierry, si tu veux rentrer un peu plus dans le sujet, puis je reprendrai la parole après. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Thierry Kuhn, je suis directeur d'Emmaüs Mundo. Peut-être rapidement, je vais essayer. Emmaüs Mundo, c'est une structure d'insertion par l'activité économique, plus précisément un chantier d'insertion qui existe depuis 25 ans bientôt. On est sur une activité assez traditionnelle d'Emmaüs. On collecte des objets en tout genre, des meubles, des livres, la vaisselle, de l'électro et du textile, linge, chaussures, entre autres. J'y reviendrai évidemment. On est basé sur l'Eurométropole de Strasbourg. Aujourd'hui, Emmaüs Mundo, avec ses différentes initiatives, on est pas loin de 200 salariés, dont 150 salariés en parcours d'insertion. Et donc, notre objectif, c'est d'abord de créer de l'emploi d'insertion et d'embaucher des personnes souvent très éloignées de l'emploi. On travaille avec des personnes à la rue, on travaille en prison également, mais pas seulement. Voilà, notre objectif, c'est de proposer de l'emploi à des personnes éloignées de l'emploi, souvent chômeurs longue durée, et de proposer un accompagnement social et professionnel. Le travail de collecte, de tri, de valorisation, c'est le support d'activité qui nous permet de faire de l'insertion. On est un des acteurs principaux en matière d'économie circulaire sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, notre contribution à la réduction des déchets sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est important aussi, est assez importante. Aujourd'hui, c'est à peu près entre 6 et 7 tonnes de matériel en tout genre qu'on collecte tous les jours. Donc, nos salariés en parcours d'insertion, entre leurs mains, passent 6 à 7 tonnes de matériel tous les jours. En début des années 2010, 2014 plus précisément, pour ce qui concerne la partie textile, donc pour rappel qui est une partie de notre activité, le cours du textile, parce que après sur le textile, on est aussi tributaire des cours internationaux. Le cours du textile d'occasion, de seconde main, est assez haut, et ce qui a fait que depuis plusieurs années, de nombreux acteurs se sont installés sur le territoire de l'Eurométropole, pas seulement sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, mais un petit peu partout. Peut-être spécifiquement sur l'Eurométropole de Strasbourg, par notre positionnement frontalier, plusieurs acteurs ont déposé des conteneurs de collecte de textiles, des acteurs plus ou moins officiels, plus ou moins économiques, plus ou moins parfois dans la solidarité, par certains affichés des actions de solidarité un peu imaginaires. Voilà. Donc on était bien, vous en parliez tout à l'heure, on était bien dans un secteur d'activité très concurrentiel. Et pour rappel, puisqu'on parlait tout à l'heure du modèle économique et puis de la partie économique, effectivement, de notre activité, évidemment, on ne fait pas que de la réduction des déchets et de l'insertion par l'activité, on a bien une activité économique sur notre budget. C'est à peu près 40% du budget que représentent nos ressources propres et donc la vente des objets qui sont collectés. Donc 2014, on interpelle le président de l'époque de l'Eurométropole de Strasbourg en disant il y a un souci, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer, à quel collecteur se vouer. On avait souvent sur certains espaces plusieurs conteneurs textiles qui étaient positionnés les uns à côté des autres. On pouvait avoir un conteneur Emmaüs, un conteneur d'un acteur privé. Il y avait également beaucoup de collectes en porte-à-porte.
Et nous, les conséquences étaient une baisse aussi de collecte textile, donc une baisse, alors qu'on est quand même un petit peu, les chiffonniers Emmaüs, ça parle, on est un peu des acteurs historiques de cette activité. Pour le coup, un dialogue s'est installé entre l'Eurométropole de Strasbourg et les services et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour voir comment on pouvait faire pour fluidifier, pour faciliter, pour régler cette question des collectes sauvages et des installations de conteneurs sauvages. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à parler de SIEG, qui pour nous, ça ne voulait pas dire grand-chose. J'avoue qu'au démarrage, on avait un petit peu peur, commande publique, mise en concurrence avec des acteurs privés, mais en fait, on a très vite commencé à parler effectivement des critères et des critères avec une volonté politique, le coup, et c'est bien un choix politique, ça a été dit tout à l'heure, de la collectivité, qui est de se dire, bah, nous, on veut favoriser l'économie sociale et solidaire, nous, on veut favoriser les structures qui créent de l'emploi local, les structures qui participent à une économie circulaire et à la réduction des déchets, mais aussi des structures qui aient les reins assez solides pour porter des SIEG et puis pour se lancer dans une activité de collecte via installation de conteneurs sur l'Eurométropole de Strasbourg et de développer cette activité, mais pas au détriment de petites structures associatives telles que les vestiaires, qui avaient, elles, peur là aussi, d'avoir une baisse de leur collecte face à l'inverse, là, pour le coup, potentiellement la concurrence des grosses associations qu'on pouvait représenter à leurs yeux. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur trois types de critères. Le premier, c'est le développement de l'emploi d'insertion et de l'accompagnement social. Là, on est bien sur de l'emploi et de l'emploi local, et en particulier de l'emploi pour des personnes en difficulté, des chômeurs longue durée. Deuxième critère, le critère environnemental, et donc la réduction des déchets. Et donc là, on est vraiment sur du quantitatif et du tonnage de textiles collectés. Et le troisième critère, un critère solidaire, qui est les structures qui vont répondre au SIEG, vont être signature du SIEG et qui vont se voir confier les obligations de service public, délégation de service public. La demande, c'était de pouvoir soutenir des petites structures, des petits vestiaires qui font un super travail de solidarité auprès des personnes en difficulté. C'était un peu les trois types de critères qu'on a définis ensemble avec un vrai dialogue. Et quand Antoine disait, c'est un vrai mode de coopération et de partenariat et de co-construction, si on prend un terme un peu à la mode, mais là, il y a un vrai travail de co-construction de ces critères et de ces obligations de service public. Pour le coup, l'Eurométropole de Strasbourg a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Plusieurs structures, y compris des structures privées, y ont répondu. 4 structures ont été retenues, des structures plutôt historiques de l'Eurométropole de Strasbourg qui étaient en capacité de répondre à ces obligations de service public, avec 4 secteurs sur l'Eurométropole de Strasbourg qui ont été définis, qui ont été découpés de manière géographique. Et pour notre part, Emmaüs Mundo, on intervient, donc on a pu installer 60 conteneurs et sur l'Eurométropole de Strasbourg Nord, je n'ai pas les chiffres total sur toute l'Eurométropole du nombre de conteneurs avec posés par les 3 autres acteurs. Et voilà, je voudrais aussi relever, alors il y a la co-construction avec la collectivité, mais il y a aussi le travail de coopération et de co-construction entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en particulier entre les 4 collecteurs. Par exemple, la semaine dernière, samedi, on a fait une grande vente de textiles solidaires à prix libre. C'est les 4 acteurs de la collecte textile, les 4 acteurs des SIEG TLC qui se sont mis ensemble pour faire une grande vente de textiles. Donc ça favorise aussi le lien entre ces structures. Voilà, juste encore simplement dire que ça nous a permis aussi de déboucher sur un deuxième SIEG, Antoine le disait, recyclerie solidaire. Là, pour le coup, oui, pardon, le SIEG TLC nous a permis aussi de créer effectivement 5 emplois pour ce qui est d'Emmaüs Mundo et de développer la collecte donc
de textile. Le deuxième SIEG qu'on a signé il y a 2 ans, il me semble, recyclerie solidaire, ça nous a permis de créer 50 emplois sur la recyclerie de Bischheim, donc située dans l'Eurométropole de Strasbourg Nord. Voilà. Et là, cette fois-ci, sur l'ensemble de notre activité de collecte et de tri. Voilà. Un petit point d'attention aussi, c'est pas forcément simple. Il y a des compétences aussi à acquérir, hein, même si voilà, il y a une belle dynamique, mais il y a de nouvelles compétences aussi à acquérir. Et ça nous oblige aussi à travailler effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par la belle de mai, sur la définition des critères, sur la mesure des critères. Pour nous, c'est peut-être un petit peu plus simple parce qu'on est acteur unique du coup sur nos activités. Euh, voilà, nous, on avait l'avantage de pouvoir effectivement travailler en amont sur la définition des critères. Et ça, il me semble que c'est aussi un aspect qui est important. C'est effectivement ce travail en commun en amont sur cette définition des obligations de service public et sur les critères d'évaluation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui a rappelé effectivement plusieurs principes importants, notamment les obligations de service public, comment est-ce qu'ils sont définis. Vous avez rappelé que ça a été un appel à manifestation d'intérêt, donc c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure. Une fois qu'il y a une activité qui est définie en SIEG, ensuite, les modalités, ça peut être comme dans le cas de la friche de la Belle de Mai, où il y a en fait un seul opérateur qui est présent. Dans d'autres cas, c'est sous forme d'AMI, et très rarement, ça peut être un marché public, mais c'est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, qui dit SIEG ouvre ensuite à une variété de modes de consultation, on va dire, des structures. Alors, si tu permets juste un tout petit peu un petit complément pour donner la vision organisationnelle de la collectivité, parce que là, Thierry a bien présenté les résultats, j'y reviens pas. Dans les OSP, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais dans le cadre d'un webinaire, c'est peut-être un petit peu compliqué, parce que tout est évidemment très détaillé, avec des objectifs chiffrés à la clé, en termes de tonnage, en termes d'entretien, de nombre de bennes, de réparation des bennes, voilà. Parce qu'il y a un coût économique qui doit être calculé par l'opérateur, que vient après compenser soit la valorisation des objets récupérés, soit la compensation de la collectivité. Donc, il y a tout un détail, et en fait, c'est à construire ensemble, mais évidemment, on les tient à disposition si ça peut aider les uns les autres. Merci. Il y a juste une question, pardon, juste Antoine. Ouais, je l'ai vu, je vais y répondre. Okay. 2 points d'attention. Le premier, pour nos amis agents des collectivités ou élus de collectivités, en amont, associez vos services juridiques. Si on n'emmène pas les services juridiques avec nous dans la co-construction de cet objet-là, à un moment, ça peut devenir un vrai frein. Parce que c'est quand même un objet atypique, la construction. En plus, si derrière, vous avez les structures de l'ASS, si derrière, vous avez des cycles qui se montent, ça peut devenir vite compliqué et donc effrayant en termes de risque. Donc, si on amène les services juridiques dans la construction avec nous, c'est bien mieux. Le deuxième, c'est nous, on a travaillé en forme de commission. C'est assez classique dans la collectivité de travailler comme ça, avec un comité de pilotage ou en tout cas un comité technique qui prépare la commission d'attribution. Voilà, avec dans les comités techniques, évidemment, l'ensemble des acteurs, parce que Thierry l'a dit, il y a évidemment la partie déchets, il y a la partie ESS, il y a la partie réemploi. Ça dépend comment est organisée la collectivité, mais pour le numérique, on a amené évidemment la direction des systèmes d'information. Voilà, mais il y a à co-construire dans ce comité technique la pluralité des acteurs. Et puis après, il faut un portage politique. Nous, on est 3 plutôt. Il y a évidemment l'ESS, il y a les déchets, la partie économique ou la partie numérique. On va porter aussi du point de vue politique un collectif. Je ne voulais pas être plus long. Et sur la réponse, je la reprends sous les yeux. Elle est là. Oui, c'est d'accord. Oui, fonctionner engagement de volume et qualité de service. Oui, pour évaluer la compassion. Oui. Mais c'est des fichiers Excel qui à un moment aboutissent à ce résultat. Donc, je ne vais pas répondre plus dans le détail, mais oui, évidemment, la qualité doit être appréciée aussi. Mais le volume est vachement important parce que quand il y a à revendre un nombre de téléphones ou un nombre de textiles, on ne va pas compter en nombre de chaussures ou de sacs, on va compter en tonnage en fait. D'où l'important de peser à l'entrée, à la sortie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je peux être Anne-Laure, si tu veux relancer, je te laisse la main. Non, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Il y avait plusieurs questions qui avaient été soulevées en amont. Alors,
on a répondu à certaines, mais si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'une SIC dans laquelle est impliquée la collectivité peut-elle Oui, ah oui, être oui, oui. Oui, SIEG? oui, bien sûr, parce que Kaléidoscope, c'est le cas. Je ne sais plus comment nos amis sont montés à Marseille, mais nous, on est sur Kaléidoscope, on est membre de la SIC, qui porte à la fois l'animation, mais aussi le projet immobilier. Et après, on a monté un SIEG avec, ça pose aucune difficulté. Enfin, en tout cas, si, il faut les anticiper, mais non, non, c'est tout à fait possible. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages peut-être de collectivités qui ou ont déjà contractualisé des SIEG ou sont en réflexion sur le sujet? Le Conservatoire de Bourgogne-Franche-Comté avait déjà témoigné lors d'un précédent webinaire sur les SIEG. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, ou s'il y a d'autres collectivités qui sont peut-être en réflexion aujourd'hui sur l'intérêt d'un SIEG par rapport à d'autres formats. Est-ce que n'hésitez pas hein, dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez intervenir directement. Tant que les questions remontent, je confirme l'hypothèse d'Antoine. La friche Belle de Mai est elle-même une SIC. On aurait pu présenter encore comme exemple de SIEG adossé à une SIC, celui de l'Office foncier solidaire du Grand Lyon, qui est aussi porté par une SIC. Mais retenez que le SIEG peut évidemment concerner bien d'autres objets que des SIC. Alors, il y a une question sur les activités qui existent. Qu'est-ce que ça change concrètement, la contractualisation en SIEG? Sécurisation des Moi, je peux répondre subventions. pour une partie, en tout cas. Pour une partie, c'est que si vous avez bien écouté, ce que je ne doute pas des propos talentueux de Thierry, c'est qu'au départ, ça me fait rire, mais j'y crois vraiment, il y avait quelque chose de préexistant et notamment les acteurs étaient devenus en ordre un peu dispersé qui crée une forme de perturbation à la fois entre eux et pour nos habitants. Donc déjà, ça sécurise tout le monde et ça remet de la lisibilité, ça remet la collectivité chef de file. Voilà. À mon avis, ça n'insécurise pas les acteurs. Au contraire, il y a eu une période un peu de flottement, si j'ai bien compris, dans les discussions au départ, mais ça sécurise. Et après, ça garantit quand même que l'argent public qui est dépensé, il répond vraiment à un intérêt général. Pour l'élu, c'est quand même pas mal de dire qu'on a structuré un secteur et que l'argent public, il est dépensé à l'euro dans l'intérêt du territoire. Parce que vous mettez des obligations de service public derrière. Et donc, voilà, la création de valeur sur le territoire, elle est bien utilisée dans une obligation de service public. Moi, je pourrais rajouter que ça facilite aussi le dialogue entre l'opérateur et le partenaire public dans un cadre qui est co-construit. Et donc, ça fait avancer tout le monde ensemble. Et au-delà de sécuriser juridiquement aussi l'attribution de la subvention publique. Je veux bien répondre également, et en particulier je vais prendre l'exemple de la recyclerie solidaire. Évidemment, sur les TLC, c'est exactement ce qu'Antoine disait, ça sécurise et ça clarifie aussi auprès des habitants les acteurs qui sont effectivement retenus. Et c'est une forme de contractualisation, vous l'avez compris, qui était bien dans l'idée de coopération entre les acteurs et puis avec la collectivité. Sur la recyclerie solidaire, on avait un gros projet de développement, effectivement. Hein, je vous l'ai dit, 50 emplois de créer. C'était un doublement d'emplois pour nous, dans un objectif de développement de l'activité, donc de développement aussi de doublement de notre capacité de collecte et donc de réduction des déchets. On avait un enjeu d'investissement, parce que d'ailleurs, sur Recyclerie Solidaire, on a signé 2 SIEG, un SIEG investissement, et pour le coup, ça a permis, et ça a été présenté tout à l'heure, ça a permis de sécuriser notre financement et de ne pas être dépendant des financements, donc des aides d'État et puis des aides de minimis, parce que sur cet investissement, on dépassait plutôt largement les aides de minimis. Voilà, et ensuite, encore une fois, là aussi, ça permet de clarifier
activité économique, on est une structure d'insertion par l'activité économique. Dans une structure d'insertion par l'activité économique, elle devient économique. Ça permet de clarifier aussi, y compris dans notre esprit, une activité économique, et on l'assume, mais au service de l'intérêt général et au service de l'insertion par l'activité économique. Merci. Il y a Delphine qui a levé la main et après Benjamin. Oui, j'aimerais savoir donc sur le siège historique sur les TLC, donc sur le textile. Aujourd'hui, il y a à nouveau une forte pression, hein. Il y a des acteurs émergents. Ça devient très très dur sur cette filière à responsabilité élargie des producteurs. Je voulais savoir du coup le fait d'avoir un siège, votre activité, est-ce qu'elle est impactée ou au contraire par rapport à d'autres territoires où les acteurs et les structures ESS sont en forte difficulté? Comment ça se passe pour vous à Strasbourg avec ce siège justement aujourd'hui dans le contexte actuel? Alors, là encore, quand on parlait de sécurisation, ça permet aussi de sécuriser le modèle économique. Vous l'avez compris, la rémunération, c'est une compensation. Il y a des années où ça va bien et des années où ça va moins bien. Et pour le coup, ça permet de lisser le modèle économique et d'être moins dépendant. Je vous le disais tout à l'heure, notre interpellation auprès du président de l'Eurométropole de Strasbourg de l'époque, c'était au moment où les cours du textile d'occasion étaient plutôt assez hauts. Donc, forte concurrence. Aujourd'hui, on est plutôt en difficulté sur cette activité-là. Et ben, la compensation de services publics, la compensation du SIEG, nous permet du coup de sécuriser aussi économiquement cette activité. Bon, après, il y a d'autres choses qu'on maîtrise moins, malheureusement. C'est la baisse de qualité du textile qui est collecté, c'est voilà, les cours internationaux qui sont impactés, etc. Mais encore une fois, c'est une sécurisation, pour le coup, aussi économique. Et puis pour compléter la réponse, évidemment, ça donne de la lisibilité sur plusieurs cycles, plusieurs années. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Et puis ça permet aussi à la collectivité d'avoir un retour sur ce qui se pratique sur son territoire. Notamment, je suis capable de vous dire aujourd'hui que sur les 6 600 tonnes de textiles qui sont valorisées, on a quand même un taux de réemploi de 60%, un recyclage de 37% et uniquement 3% de déchets ultimes. Ça donne à voir quand même le dynamisme d'un territoire et l'effort que font nos concitoyens à aller porter leurs sacs dans ces bennes. Voilà. Sinon, on ne sait pas trop où ça va. Voilà. Et c'est la même chose sur le SIEG recyclerie solidaire. Ça nous a permis de passer de 30% de réemploi sur l'ensemble de nos collectes, donc tout type d'objet, toute filière confondue, 30% de réemploi à plus de 50% de réemploi et d'arriver à entre 5 et 6% de déchets ultimes sur l'ensemble des collectes qu'on propose, sachant qu'en plus, dans nos collectes, on prend tout, c'est-à-dire on ne fait pas de tri à la base, quoi. Et puis, dernier chiffre à citer, c'est que ça nous permet de montrer la progression aussi. Et depuis 2014, où le système n'était pas en place, on a progressé de 72% en termes de collecte. Alors après, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas complètement comptées au départ, hein, peut-être, mais en tout cas, en structurant la filière, en donnant la lisibilité aux acteurs et au territoire, on donne encore plus envie, on accélère en fait ce remploi, cette collecte. Merci. Benjamin, Ouais, je rebondis, puis ça rejoint, je reprends aussi la dernière question sur alors déjà sur la sécurisation, ça a été dit, on a une sécurisation au fond, puisqu'on est quasi systématiquement sur des conventions pluriannuelles et le paramétrage de la compensation qui tient compte aussi des ressources propres. C'est pas un montant fixe, c'est du coup souvent des indices, etc. En tout cas, ça évolue et c'est intéressant en ce sens-là. On n'a pas trop de recul sur est-ce que mais ça peut pas être moins sécurisé qu'une subvention seule en termes d'annualité. Donc c'est a priori plus sécurisant. Mais pour la collectivité également, c'est une double sécurité juridique, tant au niveau des considérations d'aide d'État qui sont en fait du droit européen, mais qui ont quand même des conséquences en droit national, que du coup en droit national, je pense notamment à la qualification d'aide aux entreprises. Je crois pas que la DGCL participe là, mais elle pourrait confirmer le fait que une subvention est bien plus sécurisée, notamment quand elle est articulée en SIEG,
vis-à-vis du régime d'aide aux entreprises, en principe réservé à la région. Là, on n'est pas dans une aide aux entreprises sans contrepartie telle qu'une les régions sont notamment compétentes pour en délivrer ou le bloc communal pour les aides à l'immobilier. On est sur une typologie d'aide qui correspond à une compensation de missions de service public, de missions d'intérêt général, qui sont contrôlées, sur lequel on a du coup pas de résultats plus qu'un bénéfice raisonnable, mais qui est quand même très encadré. Donc ça permet aussi une sécurité pour développer et déployer, en tout cas mobiliser les acteurs, notamment de l'ESS, sur ces différentes compétences pour l'ensemble des collectivités qui ne sont notamment pas la région vis-à-vis des aides aux entreprises. Donc à ce niveau-là, c'est aussi utile. Et pour répondre à la question, on a le plus souvent dans les conventions de SIEG qu'on a pu observer tant un volet fonctionnement qu'un volet investissement. Et c'est ce qui motive, je parlais de la pluriannualité, le fait que même dans la dernière instruction qui date de 2024, là, que je mettais en lien, on évoque des durées qui sont plutôt de 10 ans que 3-4 ans comme jusque-là était préconisé notamment par la circulaire Valls sur les conventions d'objectifs, donc plutôt des longues durées et qui peuvent même dépasser 10 ans lorsque c'est motivé. C'est par exemple le cas du bail emphytéotique administratif de la friche Belgique. Merci beaucoup. Donc, dans le chat, il y a des réponses qui sont apportées en même temps, donc parfait, notamment sur la possibilité de partager des conventions avec donc Argelès, enfin en tout cas avec les collectivités adhérentes. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Et il y a également donc une question d'Étienne Dupuis d'Est Ensemble. Est-ce que donc le SIEG permet une meilleure efficience des financements? Avec l'idée que la collectivité met le paquet sur un projet structurant sans saupoudrer des subventions à plusieurs acteurs. Hein. Je ne sais pas qui... Si, je veux bien répondre. C'est à la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je mettais un peu dans le chat et avec une pointe d'humour, c'est le chemin qui compte plus que le résultat. Par un SIEG, vous pouvez aussi saupoudrer. Ça dépend en fait de la valorisation économique, ça dépend du nombre d'acteurs qui interviennent. Vous l'avez compris à travers les SIEG, donc on avait une forte volonté de soutenir les acteurs de l'ESS et pas de forcément faire venir des gros mastodontes. Voilà. Mais la question du saupoudrage, si à la fin c'est ça dont ont besoin les acteurs sur les SIEG qui est identifié, oui. Mais à l'inverse, ça nécessite une forte implication quand même des agents de la collectivité en amont pour arriver à ce résultat. Quoi. Donc la question, moi j'y réponds oui, mais je pense qu'il faut qu'on rentre avec un petit peu plus de subtilité parce que le saupoudrage peut être aussi une bonne chose. Voilà, sur le numérique, par exemple, on a des gros acteurs, on a envie, quand on fête les 40 ans de la création, de la naissance à Strasbourg aujourd'hui. On a un gros acteur local aussi qui est humaniste, qui a une quarantaine d'emplois, je crois. Et puis, on a une toute petite structure de 2 salariés, des clics qui interviennent. Donc, voilà. Ah, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un point qui est important parce que je pense que ça a été évoqué, on le voit bien dans les deux interventions de Thierry Kuhn et de Joanne sur la friche de la Belle de Mai, c'est que ça demande quand même un grand professionnalisme, ça demande une comptabilité analytique assez rigoureuse, il y a tout un volet administratif qui est assez lourd et le risque de rendre, enfin d'évacuer des plus petites structures. Thierry, tu l'as dit sur Strasbourg, c'était vraiment aussi un élément qui était important pour vous que ces structures soient bien toujours dans la boucle. Et avec l'exemple de la friche de la Belle de Mai, où ce que j'ai aussi compris, c'est que le SIEG est porté par la SIC, mais au bénéfice d'acteurs, d'artistes qui sont moins importants, mais qui font vraiment et qui n'ont pas la charge administrative, le reporting, etc., même s'ils doivent aussi faire remonter. Donc voilà, donc je pense que c'est sans doute un point d'attention dans les SIEG, c'est comment ça n'écarte pas aussi des petites structures. Et je trouve que vos deux expériences sont, enfin, moi je trouve ça vraiment très intéressant sur cette capacité à la fois avoir un projet structurant et en même temps une attention portée à ne pas écarter d'autres structures. Hein.
Je rebondis sur ce qu'on peut faire avec le SIEG. Le SIEG, on a dit ça peut être un objet de co-construction, mais le label SIEG n'est pas performatif. C'est une construction juridique et notamment on a différents régimes. Les projets qu'on a présentés s'inscrivent plutôt sous le régime de ce qu'on appelle la décision SIEG, c'est-à-dire que ça répond à un certain cadre, ce n'est pas nécessairement le même cadre parce qu'on est sur des montants qui sont aussi importants de ce qu'on appelle les de minimis SIEG, c'est-à-dire des aides qui dépassent pas 750 000 euros pour 3 ans, donc en gros 250 000 euros par an. Donc on peut aussi faire du SIEG moins compliqué que les SIEG qu'on a présentés là, notamment à travers le de minimis SIEG. Donc le SIEG, c'est pour ça que j'ai essayé dans la présentation de ne pas rentrer trop dans les régimes, c'est qu'on a des spécificités selon différents régimes juridiques, mais qui embrassent quand même un certain nombre de réalités. Comme je le disais, on fait beaucoup du SIEG sans le savoir. On a beaucoup de projets qui pourraient être rhabillés SIEG pour gagner en sécurité juridique sans nécessairement aller sur un régime de la décision SIEG, mais tout simplement juste en élevant le plafond de minimi de 300 à 750 000 euros par an, juste en considération des missions d'intérêt économique général. Lorsque on a, parce que ça arrive souvent, un regard, que ce soit, comme je disais, de la région ou de la préfecture qui dit, bah, tiens, cette aide-là, faut la revoir. Parfois, il suffit de ça, et c'est en ça que le SIEG est intéressant aussi à appréhender. Merci. Juste parce que effectivement dans le diaporama c'est information très claire, l'aide des minimis elle est de 300 000 euros sur 3 exercices pour toutes les activités, et dans le cadre d'un SIEG, ce montant d'aide des minimis est de 750 000 euros. Et donc là, voilà, avec des contraintes allégées en termes de suivi. Delphine? Oui, c'était Merci une beaucoup, question. Antoine. Pardon, merci beaucoup, Antoine. Oui, c'était très intéressant ces retours d'expérience Marseille et Strasbourg. Et moi, je me demandais aussi, j'avais évoqué en introduction cette recommandation du Conseil aux États membres sur les conditions cadres donc pour l'économie sociale dans l'Union européenne. Et il y a cette mention à SIEG et comment les États membres pourraient s'en saisir aussi un petit peu plus. Donc, je me demandais si des choses aussi, cette dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau européen, si ça peut aussi aider à développer ces sièges, en tout cas dans les États membres et du coup en France, à voir si on peut avoir une dynamique sur ce sujet dans la suite de nos travaux. Enfin, je me demandais si ce cadre européen qui continue à s'affiner, y compris sur l'économie sociale, parce que sur les aides d'État, des minimis, il est en place depuis un bout de temps, mais sur vraiment ce lien avec l'économie sociale, est-ce que voilà, on peut avoir espérer une impulsion, quelque chose qui se mette en place aussi là-dessus? C'était une question que je me posais. Mais, oui, je pense, alors peut-être très rapidement, parce que la semaine dernière, on a fait les rencontres nationales des pôles territoriaux de coopération économique, hein, avec à la table ronde de clôture Patrick Klein, qui est donc responsable chef du bureau ESS, économie sociale et solidaire à la Commission européenne, et donc il y avait une intervention de Antoine Dubois de Strasbourg et de Kaleidoscope, qui est un PTCE en SIEG. Et la question des SIEG a effectivement été évoquée. Avec la question, enfin, c'est qu'il y a un travail important côté français à faire. Dans le cadre de ce cadre européen des SIEG, il y a quand même un certain nombre de simplification, d'informations même, qui pourraient être faites en France et sur lesquelles voilà, on essaie de travailler. En tout cas, le délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire est assez sensible à ce sujet, puisque il a été amené, en fait, la délégation a été amenée à faire des SIEG au niveau national, notamment dans le cadre des contrats impact social. Voilà, donc il y a en tout cas, ça a été un temps d'échange. Sandra, tu voulais... Oui, dire aussi que en fait, nous, en tout cas mes collègues qui travaillent sur les fonds européens et par rapport aux structures de l'ESS, nous, ce qu'on réclamerait, ce serait carrément un régime d'exemption pour l'ESS, ce qui serait quand même beaucoup plus simple. Voilà. Alors,
précédemment, Nicolas Schmit, le commissaire européen, aurait été plutôt d'accord pour y travailler, mais il n'est plus là. On ne sait pas s'il y aura ce genre de volonté. En tout cas, c'est moins fermé que ça ne l'a été au niveau de la Commission européenne sur le sujet, et ce serait vraiment beaucoup plus simple pour nous. Voilà, donc d'avoir une des 3 possibilités là, donc des règlements généraux d'exemption par catégorie pour l'ESS de façon générale. Et effectivement, il y a en tout cas une révision du régime de RGEC et quelques pistes. Ok, je vois qu'il est 17h57, peut-être, n'hésitez surtout pas, s'il y a des questions ensuite à revenir vers nous. On vous enverra le diaporama avec la présentation et les coordonnées des intervenants, si vous en êtes d'accord, hein. Thierry, oui, Sandra et puis Joanne. Peut-être quelques Pas de dates souci. très... Oui, super, merci beaucoup. Quelques dates très rapidement. Prochain rendez-vous le 17 décembre, il y a un webinaire de l'Europe des communes sur le soutien européen aux communes pour la culture. Le 19 décembre, un club en Auvergne-Rhône-Alpes organisé par le RTES en ligne. Le 21 janvier, un club des collectivités en Bretagne, toujours autour des questions d'agriculture et de l'alimentation. C'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment, à l'occasion de la sortie d'un repère et également d'un projet qui s'appelle Tresson sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Et puis le 31 janvier, à Strasbourg, d'ailleurs, la prochaine commission économie circulaire et économie sociale et solidaire de France urbaine. Et je précise juste, Anne-Laure, que ce sera sur l'écologie industrielle territoriale. Donc, on est encore sur ces sujets économiques et on essaiera de voir aussi comment l'ESS est intégré dans ces sujets-là. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour les intervenants pour leur présentation et puis les participants pour leurs questions et leurs remarques. Merci beaucoup. Donc, on vous enverra les diaporamas et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. On pourra poursuivre les travaux dans le cadre du partenariat avec France Urbaine. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête de fin d'année, oui, parce qu'on commence à s'y On y approcher. arrive. Ouais. De bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Merci Merci Thierry. beaucoup.